Voyez-vous cela devenir la guerre de Trump maintenant, ou n'en sommes-nous pas encore là? Eh bien, je pense que c'est la guerre de Trump, tout simplement, parce qu'il a été assez imprudent pour s'y laisser entraîner. Si vous écoutez Trump pendant la campagne électorale et juste après l'élection, il disait tout ce qu'il fallait, mais très peu de temps après, il a été assiégé par des personnes qui l'ont convaincu de plusieurs choses. Tout d'abord, vous ne pouvez rien faire, président Trump, à moins que cela ne ressemble à une victoire pour vous. En d'autres termes, si vous allez signer un accord, il faut que ce soit une victoire pour vous. Tout doit être une victoire. Tout est perçu comme une compétition au sens du secteur privé. C'est un vendeur immobilier, donc il voit tout comme « je dois gagner ». Je ne peux pas perdre. Vous savez, je lui avais conseillé de mettre fin à toute aide à ce régime odieux de Kiev et de retirer tout le personnel militaire et civil américain d'Ukraine. Point final. Sortons. Mettons-y un terme. Disons aux Européens, nous partons. Nous serons ravis d'accueillir une conférence de paix où vous et les Russes pourrez vous asseoir et discuter des futures frontières, mais nous ne resterons pas. Maintenant, il a complètement changé de cap et va dans la direction opposée. Je pense que c'est une grave erreur car je ne pense pas que Zelensky tiendra. Et dès que Zelensky ne sera plus en place, ce sera la fin de cet accord. Eh bien, j'ai aussi remarqué qu'avec la célébration du 9 mai, il y a un nouveau cessez-le-feu. Nous venons d'avoir un cessez-le-feu lors duquel les Russes ont annoncé un cessez-le-feu unilatéral pour Pâques. Et bien sûr, maintenant, il y en a un pour le 9 mai. Certains pourraient y voir, une journée très sainte ou sacrée pour la Russie, qui est désormais un pays chrétien, mais aussi, bien sûr, l'importance du 9 mai dans leur mémoire historique. Ou considérez-vous cela comme un essai pour prouver qu'il est possible de mettre fin à cette guerre? Non pas un avant-goût, mais une façon de tester le terrain pour voir si les adversaires, c'est-à-dire les Européens, les Ukrainiens et les Américains, sont réellement intéressés à poursuivre la paix. Je pense que le président Poutine a été très clair. Cette guerre va se terminer selon les conditions imposées par la puissance militaire russe. C'est son point de vue. Il a dit que ça serait dicté par la logique du champ de bataille, pour ainsi dire. Et je pense qu'il a raison. Nous ne pouvons certainement plus rien apporter à cette situation. Avant Trump, nous étions un co-belligérant, faisant activement tout ce qui était en notre pouvoir pour nuire à la Russie. L'espoir était que le président Trump mettrait fin à cela et normaliserait les relations avec la Russie. Et en effet, il y a eu des réunions qui laissaient penser que cela pourrait arriver. Mais cela a été perdu maintenant. En conséquence, le président Poutine s'est adressé à la communauté des affaires en Russie il y a quelques semaines et a dit « Oubliez les sanctions, oubliez les problèmes avec l'Occident. » Cela ne va pas changer. Donc nous allons chercher ailleurs. Cela nous amène, vous savez, à l'OCS, aux BRICS, et ainsi de suite. En d'autres termes, il y a d'autres partenaires avec qui nous allons faire des affaires parce que l'Occident n'est tout simplement pas un partenaire fiable. Maintenant, ça ne veut pas dire que cela ne changera jamais. Je pense que c'est un homme intelligent et il sait que l'Europe est en grand trouble. Combien de temps encore ces Allemands désorientés vont-ils errer dans l'obscurité à Berlin? Je veux dire, le gouvernement là-bas avec cet homme Merz, qui n'a pas pu devenir chancelier, et je pense que c'est une bénédiction, ils sont engagés dans un suicide national. Cela prendra fin. Et les seules personnes qui s'opposent au suicide national en Allemagne sont l'AfD. Et je pense d'ailleurs que c'est la bonne position à adopter pour eux. Mais la gauche a tout fait pour les élites dominées par Soros qui dirigent l'Europe de l'Ouest. Tous essayent désespérément de présenter l'AfD comme un parti nationaliste allemand, un retour au national-socialisme.
Je ne pense pas que cela fonctionnera encore longtemps. Chaque jour qui passe, l'AfD devient plus puissante parce que l'Allemand moyen voit que son pays est en train d'être détruit. Finalement, cela sera arrêté. Je pense que vous verrez un jour d'immenses changements en France. Je pense que ça arrivera en Angleterre, puis que ça se répandra ailleurs. Nous avons déjà vu des changements survenir dans de nombreux pays. Il y a Fico en Slovaquie, Orbán en Hongrie. Ces personnes ont toujours été très lucides, très tôt. Je pense que cela va se propager. Je pense que vous allez voir un changement dans la bonne direction en Pologne. Là-bas, les gens regardent vers l'Ouest, et comme j'appelle les élites mondialistes, financées, éduquées, socialisées et créées par Soros comme la véritable menace pour la civilisation sur le continent européen. Mais malheureusement, je ne nous vois pas jouer un rôle majeur. Je pense que nous nous sommes marginalisés. Il est intéressant de voir, alors que nous commémorons aujourd'hui la défaite du fascisme, la manière dont cet événement est en réalité évoqué dans les récits historiques. Car le gouvernement allemand a désormais classé l'AfD comme une organisation extrémiste, ce qui permet à ses services de renseignement de effectivement, enfin, dans une certaine mesure, s'attaquer à l'AfD, qui est aujourd'hui la principale organisation d'opposition politique. L'argument avancé est que si cette extrême droite, c'est-à-dire qu'on peut la considérer comme fasciste, alors il devient possible, si nécessaire, d'annuler l'opposition. Et bien sûr, si l'on regarde le gouvernement allemand aujourd'hui et qu'on affirme que non, c'est cela le fascisme, cette manière de tenter d'éliminer l'opposition. Il est donc intéressant de voir comment ils perçoivent la situation à travers leur propre prisme. Mais cette annulation de l'opposition est assez extrême, surtout si on la replace dans le contexte de ce qui se passe en France et ailleurs. Vous êtes professeur et vous enseignez ces sujets à l'université. Le mot fascisme vient du latin et trouve ses racines à Rome. Le faisceau de baguettes qui liait ensemble représentait l'unité et la force pour le Sénat et le peuple romain, avec la hache au centre. Nous avons ce symbole au Sénat des États-Unis, vous savez, cet ancien symbole romain, qui était un symbole fasciste. Le fascisme, c'est l'unité. C'est tout. Et il faut se demander, qui sont les personnes qui ont peur de l'unité nationale en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, dans tous ces pays? Eh bien, ce sont les soi-disant mondialistes. Mais quelle est leur inspiration? Et il est très très difficile de dire autre chose que le marxisme et le communisme, car le communisme cherchait à détruire l'identité nationale, à abolir les frontières et à transformer les gens en une masse amorphe de travailleurs et de consommateurs. C'est à peu près tout. Et je pense que les Allemands, certainement depuis qu'ils ont perdu la guerre, se sont laissés transformer en un public calme, presque politiquement neutre, qui suivait la direction indiquée par les Alliés et le gouvernement, parce qu'ils s'excusaient pour ce qu'ils avaient fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que la tournée des excuses est terminée, et elle devrait l'être. Et je pense qu'à terme, l'Allemagne se redressera. Cela ne se produira peut-être pas immédiatement, mais cela arrivera. Donc ce que tu décris en Allemagne, qui rappelle l'Allemagne de l'Est, la Stasi, qui espionnait et surveillait les gens puis les menaçait, je pense que cela échouera. Et je pense que l'alternative sera un mouvement nationaliste qui prendra le dessus et dira désormais c'est l'Allemagne d'abord. Nous devons penser à nous-mêmes, à notre industrie nationale, à notre développement scientifique et industriel, à notre économie. Tout cela arrivera, il suffit d'attendre. Et je pense que s'il y a une chose à dire, c'est que M. Poutine est très patient et qu'il comprend la véritable direction dans laquelle les choses évoluent. Un avantage d'avoir été communiste à un moment de sa vie, c'est qu'on apprend ce que l'on appelle la corrélation des forces. Eh bien, la corrélation des forces est très favorable à la Russie.
Et la corrélation des forces en ce moment favorise la Chine. Elle favorise de nombreux pays. Elle ne nous favorise pas et elle ne favorise pas l'Europe dans son état d'esprit actuel. And it does not favor Europe in its current state of mind.